la chaîne audio, de micro jusqu'au préampli. Oh, bah, moi, c'est assez classique. Hein. En studio, je pars toujours du principe qu'il faut que je puisse faire un peu tous les sons possibles et inimaginables. Avec une grosse caisse, une caisse claire, des rooms, des micros d'ambiance. Soit une batterie très large, roomie, donc je place des micros partout dans la pièce. Soit quelque chose de très serré et très métal, où on n'utilise pas forcément du coup ce genre de choses. Donc dans la grosse caisse, j'opte toujours pour mettre 3 micros. Un vers la peau, pour attaquer le côté plastique de la peau, qui donne quelque chose de très froid et très clinquant. L'attaque surtout. L'attaque. Donc ça, on peut utiliser... moi, j'ai un vieux SM91 qui marche très bien. Donc c'est un micro piezo, qui est plat comme ça. On met au milieu de la grosse caisse et qui vient attraper tout de suite l'attaque de la batte. Je parle vraiment avec un vocabulaire pour que tout le monde puisse comprendre si vraiment il y a toute une gamme de gens qui apprennent le son ou pas. Hein. Il y en a qui connaissent déjà, il y en a qui le connaissent moins. Donc c'est pour ça que j'ai dit Shure. Je repars un petit peu à zéro. Donc ouais, la marque Shure a un très bon micro qui date depuis Mathusalem. C'est un classique. Un classique qui a été rénové d'ailleurs. Il y a d'autres versions maintenant de ce micro-là qui sont certainement très bien, que j'ai pas eu trop l'occasion d'essayer d'ailleurs. Bon voilà, moi j'ai un vieux Piezo SM91 qui marche assez bien, qu'on compresse un peu fort dans le mix et tout, qui donne beaucoup d'attaques. Mais j'ai aussi en sortie des vents de grosses caisses, donc les vents c'est le petit trou qu'il y a sur la peau de résonance par lequel l'air sort. Et à cet endroit-là, moi je mets un bêta, je sais plus combien, je me rappelle. 52, un truc comme bêta ça. 52, pardon. Bêta 52, c'est aussi un classique. Voilà. C'est souvent une grosse boule, hein, encore une fois pour ceux qui débutent, et qui capte le bas essentiellement dans la grosse caisse. Et en troisième source, j'utilise comment ça s'appelle, un subkick. C'est une vieille technique des années 90. C'est une espèce de membrane inversée qui est assez grosse comme ça. Je pourrais vous la montrer après. Pareil, c'est un trick très connu pour capter le sub, vraiment le grave de la grosse caisse. Et ces 3 signaux, quand on les met ensemble, te permettent de faire un peu comme une équalisation, quoi. C'est-à-dire l'aigu pour l'attaque, le mid avec le bêta 52 et le très grave avec le subkick. Et avec tous ces trucs-là, tu peux vraiment faire une grosse caisse soit vintage, soit très métal, soit rock de base, soit punchy. C'est vraiment toi qui décides avec ces trucs-là. Voilà, ça pour la grosse caisse, je fais ça. C'est un trick. Ça te permet déjà, avant d'équaliser, d'avoir voilà, chaque déjà, bande de fréquence. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de mettre 50 000 plugins, je veux que dans la mise à plat de mes micros, j'ai déjà des solutions qui me permettent de moins trifouiller, on va dire, quelque chose qui n'a pas assez de sources. Tu as des mecs qui vont mettre un coup stéréo au-dessus d'une batterie, ça marche, hein, mais ça marche pour un certain style. Évidemment, le métal, il faut souvent utiliser les micros de proximité pour donner du punch et de l'attaque sur les moments précis où ces éléments-là sont utilisés. Un micro ambiant, c'est bien, mais il ne va pas toujours à l'essentiel. Il va donner quelque chose de général sur la ferraille. C'est assez cool, justement, pour aller chercher des vélocités. Parce qu'un micro de proximité, c'est un peu dur, il y a beaucoup d'attaques, il y a quelque chose qui est pas très classieux. Mais si tu rajoutes les micros de room au-dessus, eux viennent donner quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Et c'est un subtil mélange entre tout ça. Le problème dans tout ça, si on part sur la batterie, hein, c'est ce qu'on est en train de discuter, c'est que plus on a de micros, plus on a des problèmes de phase. Et la phase, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans le son de batterie. Tu peux travailler une batterie, si tu n'as pas compris qu'elle était hors phase sur plein d'endroits, bah, tu n'as pas le bas, tu n'as pas le punch nécessaire. Puis des fois, hors phase, puis d'un seul coup, il y a tout qui se met en branle et qui a du punch. Voilà. Oui, les fréquences. Bah, ça, j'ai mis des années à comprendre. Alors, c'est le placement de tes micros, quel plug tu peux utiliser pour repérer le problème de phase que tu as. Il y en a plein. Il n'y a pas que la phase à 180, hein, il y a aussi il se passe des choses. Donc avant tout, dans une batterie, il faut avoir ces éléments-là, qui sont les micros qui sont différents, qui vont avoir des rôles différents, et la phase globale entre tous ces micros. Quand tu as ça qui est bien à plat sur ta machine, que ce soit une bande, une console ou un Pro Tools pour le côté digital, déjà ton son de batterie, il a de la gueule, avant même d'avoir mis une compression, un plugin, un EQ, un reverb, ou je ne sais ce qu'on peut mettre, un trig.
Voilà, ça, c'est vraiment la base de chez base. Et c'est quelque chose qui est très dur à apprendre parce que tant que tu n'as pas mis les mains dans un studio, des pieds de micro, câblés, chercher des positions, voir ce que ça fait, c'est très dur de se rendre compte. Aujourd'hui, la jeune génération travaille avec des logiciels de programmation où la batterie, elle est déjà en phase, où la batterie, elle sonne déjà bien. Mais bon, tu n'apprends pas grand-chose, quoi. Donc c'est bien de faire des prises de son de batterie parce que tu apprends énormément de choses. Après, c'est long. Chaque séance est différente. Chaque mec joue différemment. Chaque batterie sonne différemment. C'est ce qui est génial et c'est ce qui est compliqué aussi. Chaque pot de batterie sonne différemment. Chaque micro va donner une couleur différente. Et pourtant, il y a plein de micros qui sont faits pour être sur une caisse claire, mais tu en as 10, et bien les 10, ils vont pas sonner pareil. Même le même micro, si tu... J'ai plusieurs SM57, il n'y en a pas un qui sonne pareil. Bon, voilà, c'est... Il y a beaucoup de pratiques à avoir pour commencer à maîtriser certaines choses. Tu prends comme étalon la caisse claire, par exemple, plutôt les overhead. Est-ce que tu pars Alors, de quel micro tu pars pour aligner ta phase? je considère qu'il y a deux possibilités. Quand je remets une batterie en phase avec un logiciel comme... comment il s'appelle? Attends, je vais te le redire. Auto-aligne, Auto-Align, là, tu sais, de chez Sonradix. Ouais. C'est Auto-Align, c'est ça. Il faut considérer qu'il y a un micro qui est le maître du jeu. Bien sûr. La phase de base. La phase de base. Certains vont considérer que c'est le micro de caisse claire. Certains vont considérer que c'est l'overhead gauche. Parce que dans l'overhead gauche, il y a tout. Il y a la cymbale, la caisse claire, la grosse caisse, le charlet, les tomes. Donc lui, il peut être le guide général pour quelle est ta phase. Parce qu'effectivement, il a tout. D'autres vont partir de la caisse claire et ils vont aligner toute la batterie sur la caisse claire. Ça, c'est vraiment une histoire de goût. Chacun va voir midi à sa porte en fonction de comment ça réagit. Moi, j'ai testé les deux. J'aime bien les deux. Ça dépend des jours. Vraiment, ça dépend des jours. La phase, c'est quelque chose qui est tellement vaporeux, qui est très compliqué à trouver. Il suffit qu'il y ait un micro qui soit déplacé de quelques centimètres pour que d'un seul coup, par rapport à ta séance d'avant, tu ne retrouves pas ce que tu avais. Donc bon. Moi, je fais un espèce de savant calcul approximatif parce que je connais bien mes placements. Et puis après, je vais opérer les petits plugins qui existent et qui recalent ça assez facilement maintenant. Dans les questions d'élèves, on avait Mehdi qui demandait comment tu choisis tes samples par rapport justement à la batterie, tant qu'on est sur la batterie. Bon, moi, j'ai déjà quelques samples de prévus depuis quelques temps, hein, que je fais moi-même ou que je vais chercher à droite, à gauche. Il y a une histoire de tonalité dans une batterie. Tu respectes la tonalité. En fait, quand tu es censé respecter la tonalité de ton titre et de chercher la tonalité de ta batterie parce que c'est la première chose qu'on enregistre. Bon, on est en quoi sur ce titre-là? On est principalement en si, en mi, en machin, ce que tu veux. Donc, il faut chercher un réglage qui s'approche de la tonalité de ton titre. Mais il s'avère que moi, j'ai testé des choses qui n'étaient pas accordées avec le titre et qui je trouvais mieux, qui avaient plus d'âme, qui avaient plus de style et qui étaient hors tona. Donc, encore une fois, l'aspect scolaire, on peut y mettre les mains dessus, mais il faut aussi se risquer dans d'autres univers qui est l'univers propre à chacun, où chacun va faire son expérience. Et c'est souvent là qu'il y a du style. C'est bien d'aller à l'école de guitare et d'apprendre toutes les gammes par cœur et tout, mais ça ne te fait pas de toi un très bon guitariste de live ou au niveau de la créativité, pas forcément non plus. Bon, voilà, chacun doit faire vraiment ces petites expériences et c'est là qu'on en tire des choses. Et c'est souvent des choses qui ont de l'âme et du style, du cœur, ça dépend quel cœur on met à l'ouvrage. Et voilà, risquez-vous. Donc ça vous arrive des fois d'accorder la batterie, par exemple la caisse claire, différemment selon les titres, que ce soit plus lent, plus lourd Alors voilà, oui, après, tu sais, quand un titre va être lourd, ça sert à rien d'avoir une batterie qui est très tendue au niveau des pots, il faut avoir quelque chose qui est assez souple. Souvent les pots, moi, je les pose, je visse, et dès qu'il n'y a plus de voilage, tac, en général, c'est par là que ça se passe. T'as les mecs qui arrivent, ils tendent ça comme un ballon de basket, et puis bon, bah oui, il n'y a pas de chaleur, c'est très claquant, mais bon, il n'y a pas de lourdeur du coup. Bon, quand le titre est mid-tempo assez lourd, il ne faut pas hésiter à détendre les pots, et aller chercher quelque chose de chaud et de bas. La résonance. La résonance, exactement. Et en général, il se passe des trucs pas trop mal. Certains voulaient mettre quelques samples de TR 808, des choses un peu plus électro. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser des choses comme ça pour renforcer l'attaque ou... Exactement. Après, ça dépend du style de musique que tu vas faire.
Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut utiliser, par exemple, pour une pop électro-rock, type Phoenix, pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est des batteries très simples. Effectivement, tu peux rajouter des samples de TR des années 80 qui ont un sample de caisse claire avec grosse caisse assez chaud, assez rond, pas du tout de room, quelque chose qui va donner du bas et ça va bouger assez rapidement dans le grave, ce qui est assez dur à avoir dans une batterie naturelle. Un mec qui cogne très fort, il faut savoir qu'il ne va pas développer énormément de grave. Un mec qui cogne doucement, lui, il va développer du grave parce qu'il va permettre au signal de réagir. La peau bouge plus longtemps. La peau bouge plus longtemps. Tac, si tu mets ça, tu as de l'aigu. Là, tu as du grave. Bon, je m'en suis aperçu en enregistrant des meufs qui jouaient pas fort. Carrément, je pouvais parler dans la pièce. Le batteur jouait, on s'entendait, quoi. Et puis j'ai levé les faders, je fais ah ouais, putain, la différence, quoi, avec des brontosaures qui tapent comme des sourds. J'avais du bas, quoi. J'avais un bas phénoménal, c'était génial, quoi. Après, il y a un entre-deux à gérer. Il faut savoir dire au batteur au moment où il faut qu'il appuie fort, au moment où il faut qu'il. Voilà, il y a des règles. Plus tu matraques une cymbale, moins la cymbale, elle va sonner, quoi. Donc, tu as, par exemple, Mario de Gojira, si tu regardes bien sa finesse de jeu de cymbale, c'est pas un mec qui avoine très fort. Hein, et du coup, il y a de la sensibilité dans son jeu, du coup, il y a de la vélocité, il y a tout un tas de choses. Je parle de lui parce que c'est quelqu'un de connu et que ça peut parler à pas mal de gens, du coup. Mais c'est assez essentiel aussi, le batteur en lui-même, ce qu'il va donner au son. C'est comme dans tout, hein, le guitariste aussi, les doigts, c'est souvent en dehors de l'aspect technique, il faut jamais oublier que le musicien, c'est aussi le performeur qui donne quelque chose. Et c'est 50% du son, quoi. Oui, on peut avoir des fois le même guitariste qui joue sur la même guitare, même ampli, et pas avoir le même son. Au final, l'attaque est très importante. Il y a des castings bassistes, là, je crois que c'est une vidéo de Metallica, où tu as tous les bassistes de la planète qui défilent, et tu n'en as pas un qui a le même son, quoi. Et pourtant, c'est que des tueurs. Hein. Il n'y en a pas un qui a le même son. Donc, c'est bien que ça se passe dans les doigts, quoi. Il y a John qui demande aussi quel était le placement du micro. Il y a un micro qui est nommé un peu spécialement dans tes stems. Ouais. Je crois que tu m'avais dit c'est un micro qui est placé largement au-dessus de la batterie, c'est ça? Alors, maintenant, je l'appelle Up. Ouais, mais ça s'appelait Up aussi. C'est possible que ça... Ouais, bah écoute, c'est un micro à ruban. Et je trouve que c'est un Royer R121. Donc le ruban, c'est quelque chose qui est très fragile. C'est un micro qui rajoute, qui a beaucoup de chaleur, qui a beaucoup de bas, qui est assez fin, par exemple, sur une guitare vintage années 60, il va te donner une rondeur qui est très jolie. Sur du métal, ça va être boueux. Mais sur quelque chose qui est très froid, comme une batterie acoustique. Une batterie acoustique, si vous avez tous été dans un local de répétition, ça casse la tête, ça fait mal, c'est aigu, c'est horrible. Bon, bah, ce micro-là, moi, au-dessus, je m'en sers pour donner de la chaleur à l'ensemble du truc. Il ne te sert pas que pour la caisse claire, il te sert pour l'ensemble. Tu le mets et puis tu regardes. Ouais. Tu le mets en phase et tu regardes. Ça peut te donner un peu de punch sur la snare, ça peut te relever un peu de grosse caisse, ça peut adoucir les cymbales. Le ruban, c'est assez cool pour ça. C'est pas quelque chose qui est généreux dans l'aigu. Donc, quand tu as quelque chose qui est très généreux dans l'aigu, si tu mets un ruban dessus, ben, ça va adoucir ton son de cymbale. Faut utiliser les contradictions. La source est très dynamique, très rugueuse, très énervante, très aiguë. Le ruban, il va adoucir ça. Les guitares room, est-ce que tu les utilises dans un mix métal là, comme ouais, je les utilise. Ouais, je les utilise un petit peu. Un petit peu. C'est en tant que reverb? Ouais, ça donne de l'air. En fait, quand on essaye un ampli, on se lève, l'ampli il est là, on joue comme ça. L'ampli il est là. Donc on a une sensation d'air, forcément. Si tu mets tes micros que là devant le baffle, quand tu lèves tes micros devant tes écoutes, bah, tu as le son du baffle qui est ici. Tu pourrais coller l'oreille contre. Mais tu n'as pas le son de ce que toi t'entends quand tu es ici que le jour où tu essayes ton truc. Bon, bah, un micro de room, il fait il a le rôle de tes oreilles en fait. C'est-à-dire il va créer le rapport d'espace qui est entre le baffle et toi.
Et souvent, on aime bien ce truc-là. Et il donne quelque chose de un peu plus réel que des micros qui sont sur une membrane, qui donnent un truc hyper chimique, hyper tendu, hyper machin, mais qui n'a pas du tout d'espace, quoi. Très sec. Voilà. C'est hyper important de créer du relief dans un mix. C'est pour ça qu'une somme de détails dans ce genre-là crée un mix qui a de l'air, et qui a de la dynamique, qui a de l'âme, qui a... Quand tout est de proximité, c'est un peu chiant, quoi. Tu le pannes, le micro. Mais c'est à doser, quoi. Hein, c'est à doser. Tu le pannes à l'inverse total de la Non, guitare. non, c'est tout dans le même sens. Tout du même côté, Ouais, d'accord. ouais. Et à chaque prise, il y a un micro de room. Et puis tu peux faire un petit EQ un peu mid-range là, qui est un peu dans le nez comme ça, qui va donner de la nervosité et de l'air au baffle. Toujours avec une bonne phase aussi, c'est pareil, il faut chercher l'endroit dans ta pièce. Moi, je m'amuse souvent, le baffle est là, le micro de room, je vais le mettre dans le coin là-haut, là-bas. Je parle pas dans cette pièce-là, mais la pièce qui est à côté. Je vais le mettre dans un coin là-haut, là-bas, il y a tout un tas de trucs qui se coincent et qui sont intéressants. Puis tu as des mecs qui vont mettre une poubelle en fer dans la pièce et puis ils vont mettre le micro dedans, puis il va se passer un autre truc. Amusez-vous, quoi. Il y a les règles acoustiques que toutes les écoles du monde entier enseignent, et puis il y a aussi les tricks qu'on peut trouver nous-mêmes, qui sont encore une fois parfois des choses assez drôles et qui servent. Voilà. Là, ton micro, là, ou le micro de la caméra, ici à Vérec, des fois, on faisait des prises de batterie, puis le mec se filmait. Donc il avait sa caméra en frontale, là, puis il jouait. Puis après, on regarde l'image. Putain, mais le son, ça déglingue, le son, il est ultra compressé, ça pompe. Bah, ce micro-là, tu l'utilises dans un mix, il va se passer un truc, quoi. Et là, t'apprends pas ça à l'école, quoi. C'est toi qui l'as trouvé sur le terrain, quoi. Il y a des choses comme ça qui sont qui coûtent 1 euro, quoi. Et puis qui vont te changer un truc. J'ai vu des mecs, avec Empire, on enregistrait dans un studio aux États-Unis. Et donc, le mec fait la balance batterie. Il fait, quand j'écoute mes rooms, là, j'ai pas cette grosse caisse. C'est bizarre, il me manque du punch dans le bas, dans mes rooms. Alors, le mec, il avait des micros à 15 mètres en l'air, au fin fond de la pièce. Le batteur était devant, à 15 mètres. J'ai pas assez de kick. Bah, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher une sono. Petite sono de répétition. Hein. Il a mis les 2 baffles à côté du batteur. Il a pris un micro additionnel, il l'a mis dans la grosse caisse, petite mixette à côté, il a levé le micro. Donc dans la sono, il y avait du pied un peu, tu vois. Il n'y avait que le kick. Puis il est retourné, il est reparti à écouter ses rooms dans la régie. Tu vois là maintenant? Ah bah voilà, maintenant je l'entends le pied. Voilà, c'est bien, c'est équilibré. Tu vois, c'est des tricks comme ça c'est pas écrit dans un manuel, quoi. Non, ça ne s'apprend pas dans une école. Voilà. Ou alors Moi, j'adore tous ces trucs. C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Alors, Christophe demande comment éviter l'effet mitraillette sur les caisses claires quand tu les trigues. Alors après, ça dépend le trigger que tu vas utiliser. Moi, j'utilise un trigger que plein de gens, je pense, utilisent, qui s'appelle Steven Slate Drums Trigger, dans lequel, quand tu utilises un trick de caisse claire, en réalité, c'est un fichier, mais il y en a je sais plus, une vingtaine de sons pour le même fichier, qui sont 20 sons enregistrés à des vélocités différentes. Et si le seuil de déclenchement de ton trigger est bien réglé, il va faire exactement comme la caisse claire de ton batteur. Parfois c'est bien, pour, je sais pas, on va dire un groupe de jazz ou quelque chose qui a beaucoup de sensibilité, où toutes les notes de caisse claire sont jamais à la même hauteur, bah dans ton trig, il y a quelque chose qui est capable de recréer la même sensibilité. Et puis tu as des mecs qui règlent ça à 127, à Burn, quoi qu'on fasse, c'est le même coup de caisse claire. Donc les mitraillettes de Christophe, si je me rappelle bien. Ouais. Donc voilà, il faut savoir qu'il faut régler un trigger. Le mot trig souvent fait peur à plein de gens parce que tu as l'impression que ça va être le son qui est pareil tout le temps, identique et tout. Mais non, si c'est bien réglé et si c'est un bon plugin, il y a des vélocités et qui vont t'aider si ta prise de batterie n'est pas toujours très réussie ou si juste tu as besoin de renforcer quelque chose qui te manquait. Parce que voilà, le batteur c'est le premier à passer, donc on ne sait jamais si le kit qu'on utilise va être le bon pour le titre. C'est toujours très compliqué de savoir.
Et puis en France, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, dans tous les studios de France et de Navarre. Donc c'est pas une science complètement maîtrisée. Alors que dans d'autres pays où le rock'n'roll a eu du succès, tu sens quand même que les mecs ils maîtrisent différemment. Ils n'hésitent pas à trier. Ils n'hésitent pas, mais ils font aussi de très bonnes prises de batterie qui parfois ne nécessitent pas de trick derrière. Pour les prises de basse, tu as fourni une piste DI. Des fois, tu utilises un ampli ou tu réampes après ou tu le fais carrément in the box. En vrai, pour être très franc, ça fait un moment que j'utilise plus d'ampli sur les basses. Tout simplement parce que, et d'une, j'en ai pas un qui défonce. Et à chaque fois que j'ai un mec qui est venu avec son ampli qui soi-disant défonçait, bah c'était pas si fou que ça. Et puis il y a des simulateurs aujourd'hui qui sont tellement bien faits, qui vont 10 fois plus vite et qui tel son tout de suite, alors, si c'est le son qui te correspond. Hein. Mais il y a des choses qui existent, franchement, qui rivalisent grave avec une vraie prise de son de basse. En guitare, non, j'arrive toujours pas à trouver. Franchement, j'ai tout essayé. Des campers, j'ai fait mes propres sons de camper, les accès fixes et tout. Ça ne rivalisera jamais avec un vrai ampli. Et ça, la main au feu, quoi. Je suis vraiment persuadé que c'est encore pas prêt. La dynamique dans un studio, c'est quelque chose c'est un mot qui revient tout le temps. Après des années d'expérience, c'est quelque chose qui est tout le temps dans ta tête. Et ces choses-là, dans l'ultra-gain, hein, vraiment, je parle de l'ultra-gain, c'est-à-dire dans le métal, qui est un son de guitare très saturé, il n'y a encore pas la dynamique d'un ampli. C'est toujours un petit peu trop lisse, c'est toujours un petit peu trop gentil, c'est pas assez agressif. Parfait. Trop parfait, pas assez agressif, pas une plage de dynamique très large, c'est toujours un petit peu tassé. Et après, dans les sons clairs, les sons crunch, il y a des jolies choses, hein. Attention, hein, dans ces machines-là, il y a des super trucs. Et tu couples jamais un vrai son d'ampli, une vraie prise d'ampli avec un simulateur si. Bah, par exemple, là, je fais des réampes là, en ce moment. Donc j'ai ma tête 51-50 avec le HP qui est à côté, un 57, un 421 comme toujours, room si on a besoin. Et en parallèle, j'ai un torpedo qui va simuler un autre HP. Et une fois qu'il est en phase avec mes deux micros, je le lève et il se passe un petit truc qui est sympa. Mais le torpedo, il est à la sortie de la tête. C'est pas comme un faux préampli accès fixe ou camper. On utilise vraiment la dynamique de la tête. T'as que la fin de la chaîne qui est virtuelle, tout le reste Voilà, est totalement. Il y a une chaîne réelle avec les micros et le câble, et il y a une chaîne où il y a juste la simulation d'un câble. Qui prenait un câble différent tant qu'à faire. Autant avoir quelque chose de complémentaire plutôt que d'essayer de refaire la même chose de ce que tu es en train de faire. Voilà. Essayez. Il se passe un truc, en bien, en mal, on prend, on jette, on s'en fout. Une autre question qui revient parmi les élèves. Est-ce que tu fais des automations où tu mixes des parties différentes selon couplet et refrain? C'est-à-dire qu'est-ce que tu dupliques les instruments ou tu fais carrément des automations pour avoir des parties différentes entre couplet et refrain? Alors, sur quel cas de figure, par exemple? Bah, sur le Maniac de Massisteria, sur tu sais, dans Massisteria, l'arrangement de guitare, c'est pas un truc qui se répand sur 200 pistes. Hein. On n'a pas 50 000 sons de guitare différents et tout. On a vraiment un bloc particulier, simple, efficace. On double nos guitares. On peut aussi les quadrupler selon ce qu'on cherche pour gagner de la largeur. Donc oui, je travaille par bloc. S'il y a un bloc guitare, riff, refrain, il y a un gros bloc qui est créé comme ça. Et puis si c'est des guitares complètement différentes sur le couplet, je vais créer un autre patch. Et je vais tout de suite trouver mon volume. Plutôt que de faire des automations, chercher des volumes différents sur la même piste, c'est chiant. Moi, je m'étale. Tu sépares les pistes. On s'étale. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut sentir les transitions entre chaque pattern pour qu'elles soient naturelles. Mais oui, voilà, ouais, vraiment, ça dépend du titre, quoi. Tu utilises un rig différent en live et en enregistrement pour Massisteria. Vous utilisez du matériel différent, ampli, guitare, ou est-ce que c'est exactement le même Moi, ça fait quelques années que j'utilise des 51-50 pour Massisteria. D'ailleurs, là, il y en a plusieurs. Hein. Ça, c'est une 6505 qui est 6505 plus, donc qui est un schéma 51-50 créé par Van Halen, bien sûr, mais quand il a quitté
Pivet, il est parti chez un autre constructeur, mais Pivet a continué à construire le 5150, mais ils ont été obligés de l'appeler 6505. Bon, il est derrière la photo de ma fille, là, on ne peut pas le voir. Ouais, ils ont triché Mais sur c'est le nom. exactement le même schéma, Mhm. à savoir que quand il y a un 6505 plus, c'est une construction américaine, et si c'est 6505 de base, c'est une construction chinoise, donc qui ne sont pas les mêmes composants. Donc qui peut devenir, qui peut moins bien marcher au fur et à mesure des années. Évidemment, ça coûte moins cher, mais ça marche moins bien aussi. Donc ça, c'est une réplique de la première génération. Ça, c'est une 51-53, donc c'est toujours Van Allen qui part faire construire ces trucs chez c'est Fender qui avait construit ça. C'est pas si vieux. Hein. Donc voilà, amélioration du système, toujours de plus en plus précis, un peu plus moderne. On reste en 6L6 au niveau des amplis, des lampes de puissance. Et dernièrement, ils viennent d'en faire un qui lui est en EL34, donc qui a un son, on va dire, plus Marshall, et qui est beaucoup plus dynamique que les anciens modèles. Donc il y a toujours dans l'idée de trouver de l'air et d'avoir une distorsion qui n'est pas trop chimique et trop tassée. Celle-là, elle commence à être pas mal. Elle commence vraiment à être cool. Donc en ce moment, pour en revenir à ta question sur masse, on a utilisé ça en studio et on utilise ça en live aussi. Alors le patch, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'en live, on peut pas mettre autant de micros que dans un studio. On va à l'essentiel. Donc moi, j'ai un 57 devant mon baffle, elle, et puis j'ai lui en synchro, en parallèle, je veux dire, qui va donner une autre source. Ça dépend ce que tu vas trouver comme réglage de câble dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui prend la tête là et qui, en sortie, te donne un niveau ligne qui imite un autre cabinet, une autre membrane. Mais j'ai aussi la vraie membrane qui est en parallèle. Et hop, quand je mets les deux ensemble, ah, ben, il se passe un truc toujours en phase. Tu recales à l'œil en regardant les Bah, en fréquences. fait, tu utilises, faut utiliser un delay. Et puis tu cherches. Puis à un moment donné, tu trouves. Quelques millisecondes. C'est quelques millisecondes. Alors il y a d'autres systèmes. Il y a Microlab, je crois, qui est corrélateur de phase. Voilà, tout ce qui est short delay. Time Adjuster dans Pro Tools fait ça depuis des années aussi. Et c'est comme ça qu'on faisait d'ailleurs, on mettait en phase les batteries avant qu'il y ait les Sonradix et compagnie. Est-ce qu'on peut déjà parler de ton futur ampli? Alors Tu ouais, l'as basé sur quoi? depuis un an, je travaille avec Maël, qui est un technicien français, qui s'est mis à créer des amplis. Et puis qui est venu me voir, ouais, j'aimerais bien faire un ampli avec toi. Je sais que tu es passionné par ça. Est-ce qu'on pourrait faire une co-réalisation ensemble? Moi, je trifouille, je reviens ici, on change des composants, tu me dis, on fait des tests avec les micros. Bref, alors du coup, on s'est vu plein de fois. Alors, c'est un ampli signature, donc Fred Duquesne, chez Nuriek Audio. On mettra Voilà, le donc lien. Maël qui construit ça, il fait ça dans son petit atelier. Hein, c'est pas une usine C'est du très, custom. très connue, c'est du custom. Mais avec la passion et avec le nombre de fois où on revient sur les choses, on change des composants, les transfos, les lampes qu'on va utiliser, les petits additionnels, les petits détails, les petites options. On est arrivé à un truc qui est vraiment cool et qui est sur le point d'être enfermé dans du dur à jamais. Donc je suis content, c'est mon premier ampli. Et on part sur une base de son comme ça pour faire de l'ultra gain. Hein. Dans masse, moi j'ai besoin d'avoir de la saturation. J'ai aussi besoin d'avoir de l'air. Donc on essaye d'améliorer un son type 51-50, mais avec quelque chose de plus organique, moins chimique, plus large. Une espèce de Marshall 51-50. Donc en EL34 alors. On est en EL34. Donc moi je me suis dit, quitte à faire un ampli, je préfère prendre une solution, une bonne, pour que ceux qui éventuellement seraient intéressés par cet ampli-là, ils lèvent les trois potins et puis ça marche direct. Quoi. Avoir le gros son Voilà, tout de du suite. premier coup. Ouais. Moi, franchement, le business des câbles, bon, c'est un business. Il faut savoir que dans la majorité des câbles qu'on propose sur le marché, c'est soit des V30 de Célestion ou soit des G12 75. Voilà, il y a rarement autre chose, juste la marque qui change. Et puis, ah oui, le bois qu'on va utiliser autour. Bon. Mais même dans les membranes V30,
De toute façon, ça sonne jamais pareil. Il y en a une qui est construite en Pologne, l'autre qui est construite en Chine, l'autre qui est construite en Angleterre. Il n'y en a jamais un qui sonne pareil. Donc, on peut te vendre des câbles à 1500 balles pièce, et puis d'autres à 600 balles. Ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la membrane qui est dedans, est-ce qu'elle te correspond. Oui, le bois, si c'est du bon bois, la résonance va changer un peu, mais c'est pas non plus du tout au tout. Tu as un câble ici au studio que tu utilises quasiment pour toutes les prises de guitare? Tu as un câble Alors, préféré? j'ai des vieux Marshall là, qui sont là, qui sont cool. J'en ai des plus récents. J'en ai 4 ou 5, je crois. J'ai un vieux Mesa Boogie que je garde, qui est vraiment cool. Donc en V30 celui-là? En V30, ouais. Mais les Marshall aussi. Hein. D'accord. Mais si tu fais l'essai, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. C'est vraiment différent, quoi. C'est fou. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, et dernièrement, je travaille avec une marque qui s'appelle DL, David Lagoba. Ouais. Donc, il m'a endorsé pour la scène. Et là, du coup, j'en ai quelques-uns aussi en V30. Et j'ai aussi mis des Demon à l'intérieur. C'est une marque qui est fabriquée par Essu, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Et c'est un truc qui est très chimique. Donc j'ai un petit 212 avec un HP qui est ultra chimique, ultra métal, et puis le V30 classique. Et puis parfois je mélange les deux, ou j'utilise qu'un ou que l'autre. Pareil, c'est une palette de couleurs. Hein. C'est à toi de savoir ce que tu as besoin et d'aller chercher dans ce hardware, quoi. Mais ouais, les membranes, c'est important. Hein. Mais il y a un vrai business du look avant de s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Moi, le look, je m'en fous un peu, en vrai. Et au niveau de la chaîne de prise de son, il y a un micro, un préampli qui reviennent souvent quand tu fais des prises de son, peu importe le chanteur. Tu as un setup préféré? Encore une fois, faut adapter ça à la voix. Il y a des micros à 10 000 balles, hein, il y a des micros à 120 balles, comme le SM57, hein, qui sera à vie un des meilleurs micros qui existent au monde. Et puis quand tu fais l'essai sur le chanteur au studio, alors tu fais les yeux fermés, ok. Ça c'est quel micro? Ok. Ça c'est quel micro? Ah, je préfère celui-là. C'est lequel? C'est le 57. Merde. Pas toujours le plus cher Et qui puis à gagne. côté, tu as un Bronner à 5000 euros qui n'allait pas à la voix du chanteur, quoi. Après le chaînage, il y a des tranches Nive. Moi j'ai des MCI, des vieilles Nive des années 80. J'ai une copie de 1073. Des Chandler, pareil, copie de 1073. J'ai de la lampe ici avec Anthony Demaria, qui avait fait un concept chez Presonus. Donc là, c'est du préamp à lampe. Le reste, c'est du transistor. Pareil, à chaque fois, j'essaye. Tiens, faut voir la voix, on va essayer là. Il y a un petit résultat qui est un peu différent. Sur les basses, c'est très différent. Parce que chaque préamp a une entrée DI, plus ou moins maintenant. Et là, pour le coup, tu as des différences terribles. C'est incroyable, quoi. Donc tu testes plusieurs préamplis quand tu enregistres la basse pour être sûr de trouver le bon compromis. Exactement. Dans mes vieilles Nive, ça drive légèrement. Du coup, il y a un grain, quoi, qui est assez cool. Dans tout ce qui est très récent, c'est un petit peu plus transparent, donc un petit peu plus timide. Mais après, c'est à vous de rentrer aussi dans les gains. C'est le principe de l'analogue. Hein. Moi, j'aimerais avoir une énorme console SSL. Avoir tout qui va à la même vitesse pour que tout soit en face tout de suite. Bon, là, c'est que des marques différentes parce que voilà, moi, j'ai construit mon studio. C'est pas un gros studio, hein, mais on peut faire beaucoup de choses quand même. Et c'est des petites briques à chaque fois. Mais avec une vraie board, je serais heureux avec ça. Mais ça coûte tellement cher à entretenir que, bon, voilà, je me suffis de ça, ça va très bien. De toute façon, on n'enregistre pas des batteries tous les jours. Hein, donc, en réalité, pour faire une voix ou des guitares, tu as besoin de 2 tranches. Hein. Pas besoin d'une console qui fait 160 tranches, ou je ne sais combien, qui coûte 1 million, 1,5 million. Avant de comprendre comment réagit une console analogue, et que justement on puisse rentrer dans les gains pour créer quelque chose de granuleux, c'est long, quoi. C'est long. Alors évidemment, on peut faire pareil maintenant dans un Pro Tools, avec des plugs et tout. Mais je sais que la sommation d'une console ne sera jamais la même que la sommation d'un down digital, quoi. Même si aujourd'hui on s'en rapproche, si on est un peu malin, on peut s'en rapprocher et voir même être en compétition. Maintenant,
franchement, un studio avec une console, moi j'en rêverais, mais j'aurais jamais les moyens de l'entretenir. Est-ce que tu traites à la prise, c'est-à-dire tu compresses et tu équalises ou Non, tu gardes tout non, je garde flat. Tu préfères avoir du choix au Le problème, mixage? c'est que de printer un EQ ou une compression, c'est qu'après, tu peux pas revenir en arrière. Donc, ou alors, tu es sûr de ton coup à 2000%. Mais en général, il vaut mieux pas trop prendre de risques à la prise. Et puis après, si tu as un peu de puissance dans ton radiateur, tu peux mettre 50 plugins par piste, ça va, c'est cool. Mais ouais, non, je prends pas trop de risques. Quand tu enregistres toi-même le groupe du début jusqu'au mixage, est-ce que tu pré-mixes au fur et à mesure pour que le groupe ait quelque chose déjà de pré-mixé et puisse travailler avec ça, ou est-ce que tu laisses tout flat et puis tu mixes Non, après? en général, j'ai des maps qui sont plus ou moins prêtes au moment où je fais le batteur. Et dès que la prise de batterie est finie, qu'on a compilé les meilleurs passages, qu'on a passé ça au beat detective si c'est nécessaire, parce qu'il y a des machines qui vont être en synchro, donc il faut qu'il y ait le batteur pile sur le gré. Une fois que tout ça est fait, j'allume tous mes plugins que je connais bien. Et dans les 10 minutes qui suivent la prise, j'ai déjà un son de batterie qui est assez conséquent. Donc, je peux tout de suite enchaîner sur le bassiste ou les guitaristes selon dans l'ordre qu'on veut faire les choses. Ben oui, il faut. Surtout un groupe de métal, si le son de batterie il est flat et qu'il n'y a pas grand chose, bon, faut aller vite, quoi. Faut que la batterie soit assez vite prête pour que le punch guitare fonctionne et qu'on sente la réaction entre la batterie et la membrane du guitariste, quoi. Faut que tout de suite qu'on sache si ça va ensemble, quoi. Donc oui, en général, il faut assez vite mixer la batterie. Et tu pars directement avec déjà quelques effets sur le mastering, ou est-ce que Non, tu les ça je apportes l'enlève. à la fin? J'enlève parce que déjà, moi, les plugs que j'utilise sur ma Peace Master sont des plugs assez lourds qui créent de toute façon une latence. Alors selon les marques. Et donc tu peux pas enregistrer la guitare avec une latence, c'est pas possible. Donc en général, je bypass tout. Mais ma batterie, elle est déjà correcte, donc ça va. Je sais que le guitariste, il peut rouler avec et qu'il y a le punch qu'il faut. Et une fois que tout est fait, je commence à rallumer le master, voir s'il se passe des choses. Le moins de choses on met sur le master, limite, mieux c'est, quoi. J'ai tendance, moi, à mettre de moins en moins de choses, pour le coup. Avant, j'avais 10 plugins les uns derrière les autres. Attends, mais faut voir si je mets juste plus fort. Ah oui, juste plus fort. Merde. J'extrapole pour que tout le monde puisse comprendre plus facilement. Mais oui, à chaque fois que tu rajoutes un plugin, il se passe quelque chose. Donc tu gagnes du volume déjà. Donc faut pas se faire avoir par l'ajout de volume. Donc en réalité, un plugin doit avoir un réglage assez fin, surtout quand tu les cumules les uns derrière les autres. S'il y a des plugins qui ont des outputs plus 3 dB, bah oui, forcément, tu as l'impression que ton plugin est génial. Non, mais déjà, descends le output pour voir et mets-le au même niveau que la transparence. Et là, tu auras beaucoup moins de résultats. Et on se fait avoir par ça. Il y a des plugins, tu les branches, d'emblée, ils sont plus forts. C'est la marque qui fait ça. Donc tu es là, wow, putain, il est charmé ce plugin. Ah non, le mec, il est juste plus fort en fait. Alors, redescends le output et regarde ce qui se passe. Ah ouais, il se passe moins de trucs. Ouais, c'était parce que c'était trop fort. Donc tu fais des tests de bypass au même volume pour être pas... Bien sûr, il faut te rapprocher du volume de ta source. D'accord. Si c'est plus fort en sortie, t'as l'impression que c'est chambé, mais oui, mais on s'en fout, le volume, on le mettra en mastering. Et tu fais toi-même le mastering de la plupart des choses que tu mixes? Jamais. Non. Non, je pense que c'est un art, quoi, le mastering. C'est quelque chose qui est un autre métier. En plus, il faut avoir les machines pour. J'ose espérer que les gens avec qui je fais du mastering à distance ont du hardware et pas des plugins. Mais ça, je ne saurais jamais. Enfin, si il y en a quand même j'ai pu assister à des séances. Pour m'assister, tu t'es déplacé, non? Ouais, j'étais à Nashville voir Ted Johnson. Oui, le mastering, ça t'amène des choses. Mais si ton mix est correct, si le niveau que tu donnes est correct, normalement, le mec du mastering, en très peu de temps, il arrive à un résultat qui est assez cool. Très vite, il compresse un peu, il limite, il met un petit coup d'écu pour ouvrir, et normalement, ça, c'est bon. Et puis après, tu colles ton aiguille de façon à pas trop écraser et perdre ta dynamique. Moi, je suis pas pour la course au volume, au mastering. Les mecs, il faut qu'ils soient plus forts que tout le monde. Franchement, ça sert à rien, à part abîmer ton son, quoi. Si les gens peuvent pas faire ça ou ça en fonction du disque qu'ils écoutent, c'est malheureux, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un vieux... Enfin, moi, j'ai tendance à pas forcément vouloir un mastering qui bute à la mort. Déjà, parce que selon les plateformes d'écoute qui sont Deezer, Spotify, YouTube, tous
toutes, elles ont un algorithme qui est différent. Donc si tu arrives avec ton mastering CD, au moment de mettre ton son sur ces plateformes-là, il faut savoir que si tu arrives trop fort, eux, ils ont un algorithme qui écrase de toute façon. Donc il faut même faire des masterings différents selon les plateformes sur lesquelles tu vas mettre ton son. Ce qui est un très bon business pour les gens qui font du mastering, parce que du coup, ça nécessite d'en faire 4 ou 5 différents, avec un niveau de sortie différent selon la plateforme. Bon, voilà, mais n'y allez pas trop fort, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est avoir de la dynamique. Vraiment. Donc c'est pour ça que tu aimes travailler avec un ingénieur de mastering, comme ça, Oui, oui. lui, il peut faire différentes versions selon les Ouais. plateformes. Déjà, et puis c'est surtout que c'est son métier. Moi, c'est pas mon métier. Moi, je mixe des disques, ou je produis des disques. Le mastering, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, qui est un art, qui nécessite des machines que j'ai pas, forcément. Oui, je peux en faire, évidemment. Dans Pro Tools, il y a des trucs de mastering, tu peux coller l'aiguille, c'est jamais aussi bien que quelqu'un qui maîtrise ça depuis des années. Moi, je vais voir Ted Jensen aux États-Unis parce que le mec, ça fait 35 ans qu'il fait ACDC, Metallica, je sais plus quel autre groupe. Enfin, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, quoi. Donc, il faut savoir déléguer ce. Alors, c'est un budget selon les gars que tu vas voir, hein, c'est sûr. Mais si tu as l'intention que ton son soit beaucoup diffusé, il ne faut pas hésiter à aller voir quelqu'un dans ce métier. Plutôt que de le faire toi-même et de le faire moins bien, quoi. Tant qu'à faire. Un 10, on va le garder toute notre vie dans notre tiroir, alors autant qu'il sonne le mieux possible. Et quand tu envoies à tes clients une version du mix, tu le pré-masterises quand même pour qu'ils aient un volume équivalent qui ne te demande pas. Ça, c'est vrai qu'on parlait du master tout à l'heure. Oui, j'ai certaines choses sur le master qui donnent une couleur que moi je veux garder. Et je veux pas que ce soit le mec du mastering qui l'apporte au dernier moment sans trop savoir si ça va être celle que je voulais. Donc je lui pré-mâche quand même pas mal le boulot, c'est vrai. Donc c'est effectivement souvent un style de petite compression, un petit EQ comme j'aime bien, un petit limiteur en sortie qui lisse légèrement ce que... Eux, ils n'aiment pas que tu leur donnes ça parce que normalement c'est eux qui doivent le faire, tu vois, avec leurs grosses couilles. Mais il s'est avéré que une fois je ne l'ai pas fait et puis j'avais pas eu le résultat que je voulais à l'arrivée. Donc il faut un peu leur pré-mâcher le boulot. C'est vrai. Moi je préfère. Mais je vais pas comme un bourrin. Parfois, ça va plus vite de mettre un EQ sur le master et de tout chercher certaines fréquences pour révéler des choses que d'aller sur le bloc de l'instrument en lui-même et de te faire chier à faire un EQ, un machin. Des fois, ça va plus vite. On avait une question d'un des élèves aussi, je crois de Mehdi, qui demandait ils ont utilisé un DSR sur le chant. Est-ce que tu utilises un DSR? Est-ce que tu as un favori? Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai eu le problème la semaine dernière, encore une fois. C'est que, alors oui, il y a des DSR qui marchent mieux que d'autres, sans citer des marques qui ne m'endorsent pas, donc je ne vais pas les citer, parce que j'achète leur putain de plugin à 800 000 $, je vais quand même pas commencer à les citer. En fait, le principe du DSR, c'est que oui, tu vas enlever le ch, le s, ou autre chose, selon la fréquence que tu vas décider, c'est quelque chose qui appuie dessus, donc qui réduit quelque chose dans ta source. Donc le principe de DSR, sur les S et les ch, c'est d'enlever de la brillance. Si tu ragmaques ton DSR, bah, tu peux perdre complètement la brillance de ta voix. Donc, moi, j'ai tendance à faire le DSage à la main. C'est-à-dire que je fais une automation juste au moment du S, comme ça. Comme ça, je suis sûr que le reste de ma voix, elle est claire. Si je mets un DSR, sur le reste de la voix, elle est un peu plus terne. Il n'y a pas la brillance même du beau micro qu'on a utilisé. Après, ça dépend du taux de S qu'il y a dans le titre, du taux de ch, de comment le mec chante. Il y a des mecs, c'est l'enfer. Tu leur fais réécrire les paroles parce qu'il y a trop de S. Putain, allitération en S. Il y a des mecs, c'est les refrains, il n'y a que des S. Bon, ça va aussi vite en fait, en vrai, de le faire à la main. Et au moins, tu es sûr de garder de la brillance. T'en as qui font les deux, carrément. Voilà pour le DSage.